Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 67 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Guillaume Bourgois. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors Guillaume, vous êtes maître de conférence en études cinématographiques à l'université de Grenoble-Alpes. Vous travaillez principalement sur le cinéma portugais, les films aussi de Jean-Luc Godard, mais aussi le cinéma états-unien et c'est pour ça aussi que je vous ai invité, les séries télé. Donc, vous avez publié notamment en 2019 un ouvrage d'analyse filmique qui s'intitule « Dialoguer avec Gray, Godard, Visconti and Friends, regard et écoute » chez les éditions de l'Harmattan. Vous travaillez donc beaucoup sur les séries maintenant aussi et vous travaillez sur les séries états-uniennes. Alors, aujourd'hui, on va traiter une des grandes séries de l'histoire des États-Unis, on va dire, en tout cas depuis les années 2000. De quelle série on va parler, Guillaume, exactement ? Alors, on va parler de cette formidable série qui s'appelle Les Sopranos, The Sopranos en VO. Donc, qui, oui, vous l'avez rappelé, participe de cette espèce de renouveau. Alors maintenant, c'est une idée qui est passée, à laquelle on est habitué maintenant, mais qui a participé de ce renouveau des formes sérielles au moment de la fin des années 90, début des années 2000, alors, produit par cette chaîne câblée HBO qui a lancé beaucoup de séries très importantes qui ont un peu repensé, redynamisé les formes sérielles et qui ont participé à ce qu'on a appelé le troisième âge d'or des séries télé. Donc là, c'est quand même l'un des grands fleurons de ce troisième âge d'or que Les Sopranos. Donc une série assez longue, donc elle est diffusée entre 99 et 2007. On a 6 saisons, 86 épisodes, mais en fait, c'est assez trompeur de dire qu'on a 6 saisons, puisqu'il faudrait presque dire qu'on a 7 saisons, puisque la dernière saison est la plus longue. En fait, elle a presque le double d'épisodes par rapport aux autres saisons. Alors, évidemment, c'est lié à des enjeux de production, mais c'est intéressant aussi de voir le fait que cette série a pris le temps à un moment de s'accorder une sorte de coda supplémentaire et de demi-saison supplémentaire. Elle a donc été créée par un showrunner qui est devenu très connu grâce à cette série, David Chase. Et on est dans le New Jersey à travers cette série et on va suivre, alors sur le pitch initial, c'est le mafieux local du New Jersey, donc Tony Soprano à la tête de la famille Soprano, qui va avoir des panic attacks, comme il dit lui-même, des crises d'angoisse qui vont le paralyser et il va s'évanouir à plusieurs reprises et du coup, il va être obligé, même s'il n'aurait pas forcément envie, d'aller consulter une psy, donc Jennifer Melfi, jouée par Lauren Bracco, c'est James Gandolfini qui joue Tony Soprano, et on va suivre différents fils narratifs, donc les histoires mafieuses, la psychanalyse que l'on va suivre en même temps, et toute une série d'autres éléments donc pour découvrir cette famille, ce milieu de la communauté italo-américaine et ce territoire un peu particulier qui est le New Jersey, donc juste à côté de New York. Alors, première question, peut-être Guillaume, qui est très intéressante là-dessus, parce que c'est vraiment lié au succès de la série, mais c'est un succès qui est dû d'abord à l'écriture, à une sorte de, vous l'avez dit, de jeu double entre le personnage principal, donc de Tony Soprano, et le créateur de la série, David Chase. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? Parce que c'est vraiment cela qui a fait que Tony a été véritablement un personnage que tout le monde a trouvé vraiment fascinant et attachant, peut-être. Ouais, alors il y a ce qui est assez marrant, c'est que c'est un jeu de double assez étonnant ou surprenant. Bon, donc David Chase a dit clairement que
Tony Soprano, donc sa figure centrale, est inspiré de lui-même. Il dit, bon, il a eu cette phrase que j'aime beaucoup, il dit oui, je partage 3 caractéristiques avec Tony Soprano, et il dit ces 3 caractéristiques, ce sont the anger, the anger, the anger, donc la colère, la colère, la colère. Donc il a dit lui-même, bon, Tony, c'est un double de moi-même. Alors, un double un peu paradoxal, puisque si on connaît le physique de David Chase, c'est quelqu'un qui est très frêle, il est menu, il est, d'après les gens qui l'ont rencontré, assez sinistre quand on discute avec lui. Et Tony, c'est un peu tout le contraire, il est très explosif, il est assez massif, de plus en plus massif. Donc, il y a un jeu comme ça, physique très de double, assez étonnant, assez paradoxal qui se fait. Et un jeu donc aussi de reflet de l'existence de David Chase lui-même, qui vient du New Jersey et qui a suivi aussi une psychanalyse. Donc clairement, bon, ce qui nous est montré, le milieu dans lequel on vit, donc pas celui de la mafia évidemment, mais le milieu italo-américain, c'est celui de David Chase, et ces séances de psy reflètent aussi le processus qui a été celui de David Chase, avec aussi, bon, ça c'est un élément qui est très connu, il y a un personnage assez redoutable dans la série qui est la mère de Tony Soprano, et dont les facéties, quelqu'un qui est à la fois très drôle et très glaçante dans les remarques qu'elle peut faire. David Chase a dit que c'était un personnage directement inspiré de sa propre mère, et même il raconte cette histoire qui est très belle ou très intéressante, en tout cas, que en fait, quand il a commencé, il se faisait payer des repas du simple fait de raconter des histoires sur sa mère. En fait, les gens du milieu le connaissaient, savaient qu'il avait plein d'anecdotes sur sa mère, et donc il a voulu il se faisait payer des dîners comme ça en les racontant. Et là, bon, il l'a mis il est carrément passé par une série pour nous raconter ça. Et donc, ouais, avec quelque chose presque à un moment d'une sorte de pacte ou de créature un peu frankensteinienne comme ça, on a l'impression que David Chase est celui qui va créer, modeler comme ça Tony, qui va être de plus en plus impressionnant, de plus en plus ogresque comme ça, pour le lancer un peu contre le monde, pour un peu prendre sa revanche et régler des comptes, en tout cas avec sa propre histoire, avec son milieu, la communauté italo-américaine du New Jersey, et aussi avec celui qu'il est devenu entre-temps, puisque, bon, il y a évidemment le cœur de la série repose sur ces séances entre Tony et Jennifer Melfi. Jennifer Melfi qui est italo-américaine, mais vient d'un milieu social plus cultivé. Et on sent bien que là, il y a une sorte de façon de fragmenter son identité et de se refléter à la fois dans l'un et l'autre. Jennifer Melfi, elle détient ou elle maîtrise les références intellectuelles, culturelles que maîtrise David Chase, mais il se reflète aussi dans Tony et dans l'espèce d'incompréhension qui va se faire entre eux. Alors Guillaume, ce qu'on peut dire maintenant qui est aussi à voir, vous l'avez parlé de cette sorte de duo assez improbable que l'on a entre Tony et puis Jennifer Melfi. Justement, c'est aussi un duo improbable que l'on voit par rapport à la question du corps qui est très importante dans cette série. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, puisque Tony et puis Jennifer ont une véritable lutte entre eux qui est bien sûr verbale, comme c'est la psy, mais surtout aussi presque corporelle. Oui, effectivement. Alors, plusieurs choses là-dessus. Bon, très clairement, on voit bien que, alors si, évidemment, j'invite à ceux qui n'ont pas vu la série à la découvrir, mais si on prend, voilà, je me suis amusé à faire ça, si on voit le premier et le dernier épisode, on constate que James Gandolfini, l'interprète de Tony Soprano, a pris beaucoup de poids. Il est devenu de plus en plus massif, presque physiquement de plus en plus monstrueux d'une certaine manière. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue autour du corps qui est très, très précis et très important. Et même, quand même, le
le groupe qui est formé, qui est évidemment au cœur de la série, le groupe mafieux réuni autour de Tony. Là, il y a eu un génie du casting dans cette série parce qu'ils ont tous des physiques assez improbables, assez étranges comme ça. Ils sont assez tassés, trapus, etc. Bon, quelque chose vraiment de corps aussi très différents, très étonnants comme ça, qui vont être utilisés dans la série. Et effectivement, cette question corporelle qui est très importante, elle va être cristallisée autour du duo Tony-Melfi, avec une confrontation, des séances où à la fois Melfi cherche à aider Tony d'une certaine manière à comprendre sa propre histoire, comprendre ses propres blocages, etc., etc. Donc oui, la parole est là, elle aide, elle est censée faire avancer, mais en parallèle ou souterrainement, c'est aussi un affrontement entre eux, un affrontement donc premièrement verbal, mais aussi qui va passer par le corps avec une sorte de tension entre eux qui est, je trouve, très belle et qui dynamise l'ensemble de leurs échanges, voire l'ensemble des saisons, puisqu'on se rend compte qu'il y a aussi une logique corporelle qui va intervenir et qui n'accompagne pas forcément, voire va perturber la logique verbale psychanalytique ou en tout cas des séances que l'on va suivre, puisqu'il y a tout un système ou toute une circulation du désir entre les personnages, un désir quelque peu cliché de la part de Tony. Il s'agit d'être séduit un peu par cette femme cultivée, par cette femme qui sait parler, qui s'habille bien. Et donc, il y a toute une série d'éléments qui vont se jouer autour de ça. Mais il y a aussi, et c'est là où c'est très fort, je trouve, dans la série, il y a aussi un désir qui va apparaître, qui va être encore plus compliqué, puisqu'on ne va cesser Melfi ne va cesser de lutter contre cette attirance qu'elle peut, ou cette fascination qu'elle peut ressentir. Il y a aussi un désir qui va être celui de Melfi elle-même. Et du coup, moi j'aime beaucoup, c'est un élément sur lequel je travaille beaucoup, sur l'idée d'une pensée du corps et d'une pensée du corps qui s'oppose, ou en tout cas complète la pensée traditionnelle, la pensée verbale langagière, mais parfois s'y oppose ou lui va pallier certains de ses défauts. Et on a clairement une attention très précise à la pensée particulière du corps de Tony, mais aussi du corps de l'ensemble des personnages, qui vont être extrêmement animalisés, mais qui vont dépasser aussi ou ne vont pas en rester juste au côté un peu pulsionnel, instinctif que l'on pourrait rattacher à cette idée de l'animalisation, de l'animalité du corps. Ils vont lancer leur corps dans un processus de pensée, de réflexion propre qui va faire bouger les choses et qui va se mettre à faire changer, à faire varier aussi les points de vue qui vont nous être présentés, puisque ce qui se joue, évidemment, c'est aussi une question sociale, presque politique, entre ces deux personnages. Bon, Tony, qui vient d'un milieu plutôt modeste, qui est sans cesse renvoyé au fait qu'il serait ce qu'on appellerait en France un beauf, en tout cas qu'il n'est pas cultivé, alors que Melfi, c'est tout le contraire. Et il y a une lutte verbale où, clairement, Melfi a fréquemment le dessus, mais dans la lutte corporelle, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus intéressant. Et alors toujours pour continuer sur cette question temporelle, c'est pas pour rien, c'est un élément très connu sur la série qu'on a une obsession dans la série pour la nourriture. Donc on a des épisodes où on voit Gandolfini, tous les autres, mais surtout Gandolfini ingurgiter plusieurs repas, voire des tonnes de nourriture au fil des saisons. Et je pense que cette question de la nourriture, alors au-delà du fait qu'elle participe, c'est souvent le cas dans les séries, qu'elle participe d'un processus de ritualisation. On a une série qui est rythmée, marque bien le passage des saisons, marque bien les différents moments de la journée. Et souvent, c'est les repas qui permettent de donner ces repères.
le petit déjeuner auquel on voit souvent les personnages, bon, le déjeuner puis le dîner. Mais au-delà de ça, il y a quand même une obsession plus complexe que ça qui se fait autour de la nourriture. Et la particularité de la nourriture, c'est évidemment qu'elle va être liée à quelque chose d'une sorte d'animalisation, une dimension qui est rattachée directement au corps, mais elle va aussi avoir sa part verbale, puisque non seulement on mange beaucoup, mais on va toujours beaucoup parler de nourriture. Il y a tout un lexique très précis qui nous est donné, qui vient bien de ce milieu italo-américain pour désigner différents plats, différentes textures, etc., etc. Et donc, on voit bien que autour de cette question de la nourriture, c'est des enjeux à la fois langagiers et corporels qui vont être développés et qui vont participer de la dynamique de la série. Alors, vous l'avez dit, Guillaume, quelque chose de très intéressant ici à noter, c'est une série aussi qui parle du désir. Et ce désir-là, il est quand même relativement présent. Alors, il faut bien l'analyser pour comprendre pourquoi il y a cette idée-là. Mais vous avez commencé à l'évoquer. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu plus en détail parce que c'est une vraie idée qui construit la série. Oui, et effectivement, on a le désir qui est présent, et le désir dont voilà, on sent bien que c'est toujours le corps et les mots, si l'on peut dire, qui intéressent Chase, le désir qui est là, qui a sa propre logique, parfois une logique compliquée, contradictoire, et en même temps dont on va beaucoup parler. Et ça, effectivement, c'est très important. Et je pourrais me permettre juste un détour de ce point de vue du côté de la pensée de Deleuze, parce qu'il dit quelque chose qui, pour moi, est très important pour comprendre le fonctionnement du désir, mais aussi peut-être l'ensemble de la série. Deleuze, dans son abécédaire, à un moment, voilà, vous savez, l'abécédaire, on lui propose plusieurs concepts, à chaque fois un concept par lettre de l'alphabet, et il réagit, donc évidemment par rapport à ce qu'il a écrit. Et à un moment, voilà, à la lettre D, on lui parle du désir, et il dit oui, ce qu'il ne faut pas comprendre, vous savez, il était très sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire au sujet de la psychanalyse, mais il dit oui, ce que la psychanalyse n'a pas réussi à comprendre, selon lui, c'est que le désir obéit avant tout à un agencement, ou fonctionne par agencement. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il l'explique lui-même, je trouve l'idée très intéressante. Il dit en fait, on ne désire pas quelque chose ou quelqu'un purement et simplement. En fait, on désire, mais notre désir, il est toujours pris dans des agencements, c'est-à-dire je désire, je ne sais pas, tel homme ou telle femme, parce que aussi c'est une certaine situation dans laquelle on va pouvoir se retrouver, se rencontrer, qui va attiser mon désir. C'est aussi certains habits, c'est aussi certaines références, un certain milieu. Donc, en gros, le désir, il est toujours pris dans toute une série d'autres éléments géographiques. Parfois, ça peut être des éléments purement qui se rapportent, je ne sais pas, à une couleur, à un rayon de soleil, nous dit Deleuze. Enfin il y a toute une série d'éléments qui vont entrer dans mon désir et qui vont motiver mon désir. Et on comprend bien que c'est ce qui se passe dans la série. Donc, avant tout, par rapport à ce désir qui se joue entre James Gandolfini et Lorraine Bracco, entre Tony Soprano et Jennifer Melfi, puisque c'est un désir basé sur on va dire, l'inégalité sociale, ou en tout cas la différence de statut social qui va se faire entre eux. On sent bien que Tony va éprouver du désir pour cette jeune femme, cette jeune intellectuelle qu'il a face à lui, et l'inverse va être vrai pour Melfi, et ils vont tous les deux, chacun aussi, chercher à trouver ailleurs des sortes d'éléments qui correspondraient ou qui permettraient à un moment de satisfaire un peu ce type de désir. Donc, le désir fonctionne selon des agencements dans la série, mais ça va être vrai de toute une série d'autres éléments ou d'autres
qui se rapportent à d'autres niveaux de la série, et ça va être surtout vrai de la nourriture. C'est là où ça m'intéresse beaucoup. En fait, il y a toujours l'idée que la nourriture, elle est jamais simple. Elle est toujours liée à la façon dont on va la commenter, ce qu'on va en dire, quel type de blague on va faire pour accompagner la dégustation. Et en fait, et c'est là où c'est très intéressant par rapport à l'expérience du spectateur en lui-même. En fait, on comprend bien qu'il y a des séquences qui sont construites pour nous donner presque à goûter les aliments qui vont être consommés. Mais justement, c'est en passant par des agencements que le spectateur va avoir une sorte d'expérience gustative maximale. Par exemple, il y a un épisode très connu où Tony se rend en Italie et à un moment, il va déguster des crevettes en compagnie d'une très belle jeune femme qui est à la tête de la mafia napolitaine, donc dans la baie de Naples. Et là, on voit bien que, en gros, l'espèce d'expérience gustative du spectateur, en fait, elle passe par l'agencement auquel il est confronté. La beauté du décor, la beauté des couleurs qui vont apparaître à ce moment-là, le rythme de la scène, la jeune femme qui se trouve en face, la séduction qui se fait entre eux. Et donc, c'est tout un agencement permis par le dispositif télévisuel qui va nous donner à ressentir ou à goûter ces crevettes napolitaines extraordinaires. Et de ce point de vue-là, même, on parlait tout à l'heure de deux visions du monde ou de plusieurs visions du monde qui s'affrontent dans Les Sopranos, à commencer par les visions du monde ou les perceptions qui sont celles de Tony et Jennifer Melfi. Ce qui est aussi passionnant, c'est que clairement, il y aurait l'idée avec cette série qui valorise le corps, qui valorise la spécificité de la pensée liée au corps, de nous procurer ou de produire chez nous, en tant que spectateur, une expérience gustative qui serait plus que de donner à comprendre comment un mafieux ou un Italo-américain des quartiers modestes initialement des quartiers modestes du New Jersey, plutôt que nous donner à comprendre comment il voit le monde ou comment il comprend le monde, il y aurait presque l'idée de nous faire comprendre quel est le goût qu'a le monde pour cette figure qui est Tony Soprano ou pour ces figures qui l'entourent. Donc, des agencements, le désir, la nourriture fonctionnent par rapport à ça. Évidemment, toujours dans ce rapport entre la réalité et le commentaire qu'on va en faire, toujours ce que l'on voit, une scène à laquelle on assiste, et aussi la façon dont on va en parler, dont on va la reprendre, etc., etc. Et surtout, au cœur de tout ça, on a vraiment un art de l'agencement narratif. Pourquoi je dis ça? C'est que si on essaie de comprendre comment fonctionnent les épisodes, en fait, on a souvent des épisodes, alors ça reprend des codes télévisuels, ce n'est pas Chase et ses scénaristes qui l'ont inventé, mais on sent bien qu'ils vont pousser presque au maximum les potentialités de ce procédé. On a des épisodes qui sont souvent construits à partir de deux histoires. On suit souvent en alternance deux fils narratifs, c'est-à-dire que les épisodes, dans leur récit, sont pour la plupart construits sur un agencement entre deux lignes narratives et les deux réalités qu'elles revêtent, qu'elles convoquent. Et en fait, tout va se jouer en termes de montage et de rapport de force, de miroir ou non, en gros de reflet ou d'opposition entre ces deux lignes narratives. Du coup, il y a une vraie pensée du montage comme un instrument qui permet de penser des rapports de force entre des réalités qui va être assez passionnant et qui va faire l'un des cœurs esthétiques de la série. Alors, je peux donner deux exemples, juste pour montrer un peu comment ça se fait. Justement, je parlais tout à l'heure de cet épisode où Tony et certains de ses hommes vont aller en Italie. Donc on suit cette espèce d'aventure romanesque, alors qui se veut dans l'héritage de Rossellini, de Voyage en Italie, etc., etc. Donc voilà, c'est très beau, c'est très romanesque, etc. Et en même temps, on va suivre les tribulations d'un
d'un des lieutenants de Tony, je ne vous dis pas lequel parce que sinon ça ne serait pas drôle, mais qui, on a découvert qu'il est en train de trahir ses camarades qui participent au même groupe mafieux que lui. Et du coup, là, c'est une réalité extrêmement sinistre, extrêmement triste, où on va découvrir ou redécouvrir des sortes de zones industrielles ou commerciales du New Jersey, où ce pauvre sous-fifre va avoir des rendez-vous avec le FBI qu'on va découvrir. Et là, c'est vraiment l'antithèse absolue. Il y a quelque chose d'assez schizophrène dans cet agencement narratif et esthétique qui va se faire entre la grisaille sordide des zones les moins cossues et les plus tristes du New Jersey et la beauté de la baie de Naples ou de la romance qui va se faire de l'autre côté. Ou, dernier exemple, il y a un épisode qui s'appelle College où on va suivre en parallèle le destin de deux jeunes femmes. Une jeune femme qui travaille qui est liée, elle est stripteaseuse et elle est liée aux activités mafieuses de Tony et de ses hommes, et elle va avoir un destin tout à fait tragique. Et en même temps, de l'autre côté, on va suivre alors, il faut savoir que Tony a 2 enfants. Il a AJ, le plus jeune, et Meadow Soprano, qui est donc sa fille, qui est plus âgée. À un moment, donc, elle va aller à l'université. Et donc, dans cet épisode, on va suivre le trajet de sa camarade, qui partage sa chambre et qui, elle aussi, ne va pas supporter la pression d'avoir quitté l'endroit d'où elle vient pour être montée à New York. Et du coup, là, il y a une sorte de reflet très beau de fraternité ou d'union qui va se faire par-delà les réalités sociales, par-delà aussi une différence d'âge assez nette entre ces 2 figures féminines sacrifiées comme ça qui vont souffrir, l'une du côté respectable, on va dire, du milieu universitaire et l'autre dans ce milieu un peu plus sinistre et beaucoup moins respectable qu'est le monde de la nuit, comme ça, géré par la mafia. Et dernier élément par rapport à cette question de l'agencement, puisque ça va permettre de parler aussi d'une question qui est importante dans la série. On a, en fait, si on la pense structurellement, on a une série qui se structure autour de 3 pôles, si l'on pourrait dire. On a la vie quotidienne, clairement, on nous montre la vie quotidienne d'une famille italo-américaine, donc qui vient d'un milieu modeste, mais qui est devenue riche, donc vit dans un milieu, dans un quartier assez cossu comme ça. Et voilà, c'est toutes les tribulations de la vie quotidienne d'une famille italo-américaine que l'on va suivre, les petits déjeuners, les engueulades avec les enfants qui font un peu des conneries, etc., etc. Donc, il y a la vie quotidienne. En même temps, il y a un agencement compliqué avec le fait que cette vie est une vie extraordinaire. Évidemment, c'est une vie littéralement pas ordinaire. Tout le monde n'est pas mafieux et la série ne cesse de nous répéter que, évidemment, tous les Italo-Américains n'appartiennent pas à la mafia. Donc, il y a un agencement intéressant, compliqué qui va se faire et qui va produire une série d'effets humoristiques en cascade qui se fait donc de cet agencement entre la vie quotidienne d'une famille italo-américaine et la vie extraordinaire ou peu ordinaire en tout cas de ces mafieux. Et il y a un 3e pôle qui est toujours là et qui justement dynamise encore plus l'ensemble et produit encore plus des sortes de blagues en chaîne, c'est le cinéma. Puisqu'en fait, on a une série qui est extrêmement référencée, qui ne cesse de parler de cinéma, à commencer, mais ça devient un peu plus large par la suite, à commencer par les films de gangsters ou les films de mafia, dont certains des acteurs proviennent. Bon, c'est un élément très connu, Lorraine Bracco qui joue donc la psy, le docteur Melfi joué dans Les Affranchis de Scorsese. Vous avez plein d'acteurs que l'on trouve dans la série qui avaient des petits rôles dans le film de Scorsese. Et on a, ça c'est Emmanuel Burdeau qui le dit dans son ouvrage sur Les Sopranos, on a clairement une série hantée par le souvenir et
par le fantôme, on pourrait dire, des films de mafia. Alors, dans la version un peu luxueuse et un peu shakespearienne, évidemment, le parrain, les trois parrains de Coppola, et ensuite, dans la version un peu plus réaliste, un peu moins sympathique, les films de Scorsese. Et à partir de ça, vous avez une série qui va chercher un peu dans tous les sens des références. À un moment, il y a un personnage qui va avoir tout un délire autour de Gladiator de Ridley Scott. Il va y avoir des références à des classiques comme Rio Bravo, des choses comme ça, tout un passage avec des photos de Bogart, etc. Et des moments très, très marrants où l'un des personnages, Christopher, le neveu de Tony Soprano, va vouloir faire du cinéma et va découvrir le milieu du cinéma. Et donc, on a juste cet agencement un peu particulier et une vie, une réalité qui est toujours, et c'est là où elle reflète très bien l'époque dans laquelle on vivait dès ce moment-là, dès la fin des années 90, mais encore plus aujourd'hui, une vie constamment traversée, médiatisée par le cinéma, et c'est dans cette sorte de va-et-vient qui va se faire entre la vie quotidienne, la vie extraordinaire des mafieux et le cinéma, que tout va se jouer et vont se produire des effets comiques, puisqu'évidemment, c'est souvent déceptif dès qu'on essaie de se référer au cinéma ou d'avoir une vie héroïque comme celle qu'on pourrait avoir au cinéma, mais ça permet aussi toute une série d'effets comiques. Guillaume, je vais maintenant profiter du fait que vous soyez maître de conférence en études cinématographiques pour vous poser une question sur justement l'explication de comment on écrit une série, sur ce qu'est la sérialisation et la mise en série, parce que je crois que ce qui est très intéressant dans Les Sopranos, c'est que là, on a avec David Chase quelqu'un qui a formidablement réussi à écrire une série, et vous avez déjà commencé à le montrer, une série où on voit beaucoup de choses avec un processus d'écriture qui est quand même très poussé. Oui, effectivement. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette série, alors ça peut paraître paradoxal étant donné que je suis effectivement enseignant en cinéma, mais vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. En fait, moi, disons qu'il y a, pour aller vite, deux types de séries. Alors, j'aime pas trop faire ce genre de distinguo un peu comme ça, dogmatique, mais bon, il y a quand même des séries qui vont chercher, d'une manière ou d'une autre, même sans le dire explicitement ou en cherchant un peu à le cacher, mais qui vont chercher à anoblir la série et à la faire aller du côté du cinéma. Alors bon, c'est surtout Boardwalk Empire, pour moi, qui est quand même emblématique de ça, où on a premier épisode réalisé par Scorsese, des effets, des mouvements de caméra très marqués, des effets très voyants. Et là, on sent bien, selon moi, après, c'est libre à chacun de penser comme il veut cette question, il y a quand même une façon de se dire « Ah oui, tiens, la série, on va la faire aller du côté du cinéma ». Et pour moi, c'est un peu problématique. En fait, ça brouille un peu les pistes et je ne suis pas sûr que ça soit ultra intéressant, mais bon, ça, je laisse à chacun son opinion. Mais il y a de l'autre côté, et Les Sopranos et les grandes séries HBO qui ont participé de ce troisième âge d'or, par exemple The Wire, ou alors les autres grandes séries qui vont accompagner ça, par exemple les séries de Lindelof, Lost, puis plus tard The Leftovers, etc. En fait, c'est des séries qui vont embrasser ou vont s'appuyer vraiment sur la sérialité et la sérialisation, et dans leur procédé esthétique et dans leur procédé d'écriture. Et en fait, Chase et ses scénaristes, on a l'impression que c'est comme s'ils créaient une sorte d'usine qui va mettre en série les éléments. En fait, bon, à un moment, en plus, c'est assez marrant. Il y a le FBI qui surveille la maison de Tony Soprano, qu'il surnomme, il lui donne un nom de code et il surnomme ça la Sausage Factory, l'usine à saucisses. Bon, cette idée de l'usine, pour moi, elle me semble très, très importante dans la série. Parce qu'en fait, on a une série qui, narrativement et esthétiquement, en fait, à chaque fois, on a l'impression que Chase et ses scénaristes, ils glissent un élément. Alors, ça peut être une référence culturelle, ça peut être un décor, ça peut être un événement, une situation, ça peut être donc plein de choses. Et ils le mettent dans cette usine qu'ils ont construite et ça va produire toute une série de variations et qui partent toutes et qui vont mettre en série
cet élément qui va être intégré, enfin qui va être inséré initialement dans l'usine à rêve, si l'on peut dire, ou à cauchemar des Sopranos. Et du coup, vous avez une constante prolifération sérielle qui va se mettre à des situations qui vont revenir, qui vont être répétées. Donc, il y a quelque chose de très, très fort là-dessus. Et une mise en série de l'ensemble des éléments. Alors, par exemple, hein, on a, je ne sais pas, à un moment, si on prend juste l'exemple d'un décor, voilà, le décor des bois, par exemple, bah, à un moment, il y a, au début, vous avez un poème de Frost qui va parler, hein, qui va évoquer la mort en termes symboliques par cette image du fait de marcher à travers les bois. Vous avez ensuite, bon, épisode très connu, un épisode presque beckettien où il y a des personnages qui vont être perdus dans un bois enneigé. Ensuite, vous allez avoir un meurtre assez important qui va se faire au milieu des bois et qui va raccorder juste après avec les bois dans lesquels se trouvent Tony et sa famille et qui réfléchit mélancoliquement. Donc, en gros, tous les éléments comme ça hein, sont mis en série avec des effets. Bon, on sent bien que Chase et ses scénaristes, bon, l'idée de hiérarchie entre le noble et le prosaïque, entre le majeur et le mineur, bon, c'est pas trop leur truc. Et justement, ils vont s'amuser par cette mise en série de toute une série d'éléments à jouer aussi sur la perturbation des registres, des hiérarchies. Et ça va donner toute une série d'effets humoristiques. Bon, je peux donner 2 exemples. À un moment, il y a un passage très, très beau qui est presque un passage méta, comme ça, où vous avez un personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, le personnage de Christopher, qui donc, à ce moment-là, on est vers le début de la série, veut être scénariste et il a malheureusement pour lui, parce que ça va beaucoup lui servir, mais il a acheté un petit manuel qui est censé expliquer comment écrire un long métrage en 21 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il est mélancolique. L'un de ses amis vient le retrouver et le trouve totalement abattu et lui dit qu'est-ce qu'il y a, et il dit il y a un truc que je comprends pas, et on retrouve là évidemment les agencements dont je parlais tout à l'heure. Il dit moi en fait je suis triste parce que normalement on est censé avoir un arc narratif, c'est ce que dit mon livre, et moi j'ai pas vraiment d'arc narratif. Et du coup, l'autre se moque de lui en lui disant oui, mais ça sert à rien les arcs narratifs. Juste après, donc déjà, cette notion un peu importante, en particulier pour les créateurs de séries, qui là, d'un coup, va être balayé d'un revers de main. Et juste après, il y a quelqu'un qui va faire une blague en disant non, mais moi, le seul arc qui m'intéresse, c'est l'arche de Noé. Alors, le jeu de mots marche en anglais. Donc, on voit bien, il y a une façon à partir d'un élément, cet arc narratif qui est un élément poétique ou de l'art poétique, si l'on pourrait dire, d'un coup, il va être totalement balayé et être réduit à quelque chose d'assez ridicule et d'assez marrant. Et là où le jeu avec de perturbation des hiérarchies et le jeu entre majeur et mineur va être le plus important, ça va être dans le rapport aux références culturelles que vont faire soit Melfi, soit les enseignants d'AJ. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a toute une série de scènes qui fonctionnent là-dessus. Melfi va par exemple parler de l'existentialisme et Tony ne va pas comprendre de quoi il est question, va croire que c'est une pratique sexuelle que son fils aurait découvert sur Internet. Pareil, il y a tout un truc sur le fait que et Tony et AJ prononcent mal les références culturelles dont ils entendent parler. À un moment, Melfi parle à Tony de l'amour fou surréaliste qu'elle prononce avec un magnifique accent, enfin un accent très, 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 très beau et presque parfaitement français, et lui il ne comprend pas, parle de mots faux, comme ça quand il répète le terme. Pareil, AJ, par exemple, Nietzsche, il dit Nietzsche. Alors là vous serez d'accord que vous n'avez entendu aucune différence, mais en anglais ça marche mieux. Je vous laisse découvrir la série pour voir comment il prononce. Et pareil, à un moment alors Yeats, qu'il faut donc prononcer Yates, il le prononce Yeats.
il y a tout un truc comme ça sur le fait qu'on a ces corps, hein, clairement, et ces bouches aussi qui prononcent mal les termes, mais qui justement, c'est aussi une manière d'entrer et de contester en fait l'élitisme culturel dans lequel vont se draper les figures d'enseignants qui apparaissent dans la série ou la figure de Melfi. Et c'est donc par les références culturelles qui sont censées être au-dessus, très nobles, on les fait rouler, on les met dans une pente qui va passer par le fait de les triturer, de les faire triturer par la bouche, hein, de Tony ou d'AJ. Et d'un coup, on va chercher à en faire autre chose, à les rendre peut-être plus parlantes, peut-être plus intéressantes, ou en tout cas à ne pas les laisser intactes. Il y a quelque chose d'une volonté de les travailler, de les attaquer, qui va dynamiser l'ensemble de la série. Mais aussi, ça va participer, là ça revient à ce qu'on dit ce qu'on disait au début, ça va participer aussi de la dimension extrêmement mélancolique de la série, cette sérialisation qui va se produire en permanence. Pourquoi ? Parce que on a clairement une figure centrale donc, qui est dépressive, avec une dépression évoquée qui renvoie directement à la dépression qu'a connue Chase lui-même. Et en fait, cette sérialisation qui va se faire va participer de ça. Si on résume un peu les choses, un ou une dépressive, c'est quelqu'un qui, la phrase qu'on entend souvent, c'est quelqu'un qui ne trouve pas de motivation pour sortir du lit, et c'est surtout quelqu'un qui, en fait, va penser tout comme s'équivalent, ou en tout cas qui va vivre sous le poids et la lassitude du fait que les éléments ne cessent de se répéter, que la vie quotidienne est extrêmement morne, extrêmement répétitive et tellement banale dans les éléments qu'elle ne cesse de répéter qu'elle n'a aucun intérêt. Et ce qui est assez marrant, c'est que la série, à la fois, va produire des effets esthétiques, des effets comiques, des effets de pensée par cette mise en série. Donc, il y a quelque chose de positif, de créateur, presque de très joyeux de ce point de vue-là. Et en même temps, alors là, c'est le revers de la médaille, cette sérialisation, c'est aussi un moyen de donner à ressentir au spectateur et de permettre presque au spectateur de faire l'expérience de cette répétitivité qui participe du tempérament dépressif de la figure centrale. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup dans la dernière saison. En fait, on a des tensions qui apparaissent à ce moment-là dans la saison 6 entre Tony et son neveu Christopher. Alors lui, il aimerait bien faire encore une fois avec une certaine mauvaise foi, mais ça c'est autre chose, mais il aimerait bien faire de Christopher son successeur. Et à un moment, ils se retrouvent à faire en voiture tous les deux, et ils vont tomber par hasard sur des types qui sont en train de piquer des caisses de vin, et ils vont les menacer, et les types qui trouvent en face jouent un peu les gros durs et disent qu'ils appartiennent à un gang, donc le gang des Vipers, comme ça. Mais Christopher et Tony leur font peur et parviennent à voler les caisses. Et en fait, cette situation, cet événement, enfin cette scène, qui initialement est très drôle, il y a quelque chose d'une scène d'action un peu réussie, un peu tonitruante comme ça. En fait, pendant tout le reste de l'épisode, voire une partie de l'épisode suivant, à chaque fois, Tony et Christopher vont se croiser et ils vont à chaque fois parler de cette scène. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que plus ça va, plus on voit que en fait, la scène ne fonctionne plus entre eux. Les premières fois dont les premières scènes où ils se rappellent de cet événement, ils sont encore sous le coup d'une sorte d'exaltation un peu enfantine. Puis plus ça va, ça devient une sorte d'automatisme comme ça, de parler, d'imiter les types qui ont eu peur et qui ont dit on travaille avec les Vipers. Et du coup, il y a une sorte de lassitude comme ça, même un événement concret, réel, qui a pu être joyeux ou qui a pu être un peu romanesque comme ça, parce qu'il est mis en série, ici, le fait qu'on en parle, on le mentionne toute une série de fois, va perdre un peu de sa consistance, de sa réalité, et du coup, va
être intégré, va être mis en gros au même niveau que tout le reste des éléments de la vie qui sont extrêmement répétitifs. Et du coup, bon, moi j'aime beaucoup cette phrase de Peggy à laquelle fait référence Deleuze dans Différence et répétition. Peggy disait, parlant des nymphéas de Monet, il dit c'est le premier nymphéa qui répète les autres. Donc il nous amène, et c'est ce que veut faire Deleuze, à penser la répétition à l'envers. C'est-à-dire la répétition, c'est pas en gros ce qui vient après qui répéterait, qui serait qu'une copie d'un original qui aurait un statut supérieur, c'est l'inverse. Et je pense que la série, elle est deleuzienne ou Peggy deleuzienne, si l'on peut dire, par rapport à ça. Mais ce qui est assez marrant, donc tout élément va être répété et va y avoir une remise en question de la hiérarchie ou de l'importance de la copie par rapport, enfin de l'original par rapport à la copie. Mais en même temps, donc c'est ça qui donne sa forme, qui dynamise la forme et donc qui crée des effets tonitruants, des effets formels assez éblouissants parfois. Et en même temps, c'est ça qui participe de la mélancolie et de l'espèce de maladie qui est celle du personnage principal et qu'il est en train de communiquer à une grande partie des personnages qui l'entourent, voire au spectateur lui-même. Donc, elle est vraiment à double tranchant. Et donc, on a une usine sérielle, pour un peu réunir les fils de ma pensée, une usine sérielle comme ça, qui est deleuzienne. Elle est à la fois extraordinaire et foisonnante au niveau esthétique et narratif, et en même temps, elle a une profonde mélancolie qui va toucher le spectateur lui-même. Alors, Guillaume, il y a une question pour conclure, j'allais dire, cette excellente présentation est vraiment très, très précise au niveau justement de la construction d'une série et ça, c'est vraiment très intéressant, je pense, pour les auditeurs. Ça serait la question de la répétition. C'est une série qui se construit sur ce mode-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que là aussi, c'est un processus narratif qui est essentiel, je pense, pour David Chase. Oui, effectivement. Si on essaye un peu de se remettre en tête la série, tout simplement, si on se repasse, évidemment on n'arrive pas à le faire, mais si on commence à se repasser en tête la série après l'avoir vue, effectivement, ce qui revient le plus, c'est les mêmes scènes qui ne cessent d'être répétées. J'avais discuté une fois avec une collègue qui me disait « Ah oui, le seul truc dont je me rappelle, c'est Tony qui ouvre et qui ferme le frigo. » Donc effectivement, il y a une attention à des gestes, à la répétition des gestes qui participent de la vie quotidienne. Il y a même, ce qui est très beau, c'est qu'il y a même on se sent bien, une série qui remet en cause l'idée de la perfection d'arc narratif et qui va même faire tout le contraire. On a en fait des éléments qui se répètent et à chaque fois des sortes de préoccupations ou de sous-intrigues qui vont revenir périodiquement. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Christopher qui veut faire du cinéma. Ça, on l'a à la saison 1, 2, 3 et jusqu'à la saison 6. Et ça revient un peu périodiquement comme ça. Donc, effectivement, un effet de répétition permanente et comme si on cherchait à épuiser certains éléments, à tellement les travailler que, d'une certaine manière, on pourrait à un moment les épuiser dans toute leur potentialité, dans toutes les variations que l'on pourrait faire à partir de ces éléments. Mais ce qui est assez beau, je trouve, et assez réussi, c'est qu'on a toujours un épuisement impossible. En fait, alors c'est à la fois très beau et en même temps, encore une fois, ça participe d'une sorte de sensation de lassitude comme ça. On a les scènes qui reviennent, puis on aimerait bien, il y a même plusieurs sous-intrigues qui sont liées à cette question. On aimerait bien que ça soit la dernière fois qu'un élément se produit, qu'on puisse passer à autre chose, même au niveau des séances de psy, qu'on puisse faire la paix avec tel ou tel élément, puis d'un coup passer à une autre étape de sa vie. Et en fait, ça n'arrive jamais. Il y a toujours les mêmes éléments, les mêmes scènes qui reviennent, ce qui donne quelque chose d'assez fascinant. Alors, on est presque du côté d'Andy Warhol. Je m'amuse du fait que la Sausage Factory pourrait renvoyer à cette usine artistique qu'avait créée Andy Warhol, vous savez, qui
qu'il avait intitulé La Factory. Et il y a quelque chose en fait, du pop art comme ça, dans la variation permanente. Bon, en plus, à un moment, il y a une référence au pop art, ce n'est pas que moi qui délire. Évidemment, voilà, ils vont cacher un moment de l'argent dans des boîtes vides de soupe Campbell. Donc, évidemment, là, c'est une sorte de blague intello de la part de Chase. Mais il y a l'idée de construire une usine à variation, à reproduction, et qu'on aimerait bien à un moment pouvoir épuiser toutes les possibilités, toutes les variations, mais en fait, ça ne va jamais se faire. Et je parlais tout à l'heure de l'épisode College, donc avec les destins liés d'une jeune étudiante à l'université de New York et d'une jeune stripteaseuse. Et par exemple, dans cet épisode, il y a un thème musical qui va apparaître 2 ou 3 fois, je crois. Et donc, il va bien revenir, se répéter et justement créer une sorte d'effet de lassitude, de distance par rapport à ce qui est en train de se produire, qui renvoie à cette sensation de mélancolie et cette sensation au bout d'un moment d'avoir un peu perdu aussi le contact avec le monde et la capacité aussi de se soucier ou en tout cas d'être outré par certains éléments. Et Tony, il y a beaucoup ça, il va s'enticher, s'attacher à quelqu'un à un moment, mais il y a quelque chose au bout d'un moment, encore une fois, dans la répétitivité qui va l'éloigner, qui ne va pas se produire. Et alors, 2 derniers éléments par rapport à ça. Bon, évidemment, la question de l'épuisement impossible, moi, elle me semble très, très intéressante. Bon, ça rejoint, encore une fois, vous aurez bien compris mes petites marottes, enfin, ça rejoint encore une fois Deleuze, qui est l'auteur d'un texte assez extraordinaire sur Beckett qui s'appelle « L'épuisé ». Mais ce qui est marrant, c'est que cet épuisement, il ne va jamais pouvoir aller à terme. D'où, alors évidemment, je ne vais rien dire puisque il ne s'agit pas de gâcher le plaisir de futurs spectateurs des Sopranos, mais bon, il y a une fin très, très connue, très particulière, une fin que j'ai l'impression qu'on ne pourrait pas arriver à répéter maintenant, on ne pourrait pas refaire la même chose, mais bon, je laisse à chacun le soin de la découvrir et qui clairement illustre ce que je dis. Il y a un épuisement impossible qui se fait à ce moment-là et une fin introuvable, si l'on peut dire, et avec une musique qui est à la fois très kitsch et très belle, qui accompagne la fin de la série, donc la dernière scène de la série, qui est un morceau de Journey, ce groupe de rock catho comme ça, qui a chanté le morceau Don't Stop Believing. Et à un moment, il y a une phrase de la chanson que je trouve très belle et assez emblématique de la série elle-même. À un moment, il est dit que « The movie never ends, it goes on and on and on ». Donc, le film ne s'arrête jamais, ne trouve jamais de fin, il continue, il continue, il continue. Bon, et on a quelque chose d'une sorte comme si la série elle-même était lancée dans un hors-champ, dans un futur possible où les variations et la tentative d'épuisement se continueraient. Et dernier élément par rapport à ça, on a, je trouve, alors il y a un épisode qui est assez extraordinaire, alors qui appartient à la deuxième partie de la 6e saison, où les épisodes sont beaucoup plus denses et on a l'impression, après c'est aussi marrant de voir Chase et ses scénaristes qui, alors pour des contraintes économiques liées, il me semble, à la grève des scénaristes, pour toute une série d'éléments, ont dû condenser la saison qu'ils avaient imaginée en une demi-saison. Du coup, ils ont composé des sortes, on a l'impression parfois de mini-courts-métrages, enfin de mini-longs-métrages, si l'on peut dire, donc de ce point de vue-là, c'est des épisodes qui sont vraiment très réussis et assez différents comme ça. Mais il y en a un, donc évidemment, je ne donne pas les éléments qui amènent à ça, mais qui va se terminer avec une scène tout à fait étonnante comme ça, où on a Tony Soprano à Las Vegas qui sort d'une nuit où il était totalement drogué en compagnie d'une jeune femme très belle comme ça. Et à un moment, il va à la fin de l'épisode se retrouver aux abords du désert qui jouxte Las Vegas, et il va voir une sorte de reflet dans le ciel, et d'un coup, il va dire comme ça « I get it », je comprends, alors comme s'il comprenait le sens de l'existence. Et alors,
ça permet de comprendre en fait que c'est une série qui, sous ses airs, en partant d'un pitch qui pourrait tout avoir pour ne pas être très intéressant, juste un mafieux qui va voir une psy. D'ailleurs, à un moment, ils font une blague sur le fait que ça rappelle l'histoire de ce très mauvais film avec Robert De Niro et Billy Crystal qui s'appelle Analyze This en VO. Enfin, donc ouais, il y a clairement quelque chose d'un pitch qui initialement n'est pas extrêmement attractif. En tout cas, on ne voit pas trop quoi en faire. Bon, la série va trouver ses effets comiques, ses effets de reflet très complexes entre les niveaux de réalité, son jeu sur les agencements. Et petit à petit, elle va quand même, au bout d'un moment, poser des grandes questions métaphysiques et en permanence, alors c'est vrai dès la première saison, mais plus ça va, plus c'est le cas, va poser la question du sens de l'existence quand même. Et qu'est-ce que c'est que le sens de l'existence quand on sait que la vie concrète, la vie quotidienne n'est que répétitivité, n'est que choses qui, au bout d'un moment, se sont produites tellement de fois qu'elles n'ont presque aucune réalité et presque aucune importance. Et ce moment-là où Tony Soprano dit « I get it », il y a une façon d'accepter ou de réaccepter le monde tel qu'il est, et à ce monde un peu pas forcément reluisant, pas forcément extraordinaire ou totalement romanesque, comme ça, qui va nous être proposé. Et il y a une façon aussi de faire la paix et d'accepter ou de croire à nouveau en la réalité du monde, en les possibilités que va offrir le monde, qui est extrêmement belle et qui rejoint des considérations par exemple d'autres séries. Les séries de Lindelof, très clairement, alors avec des agencements différents, des thématiques ou des enjeux qui ne sont pas exactement les mêmes, mais à un moment va poser la question en fait The Leftovers. C'est une série qui nous dit à un moment, oui, on a des figures qui, par l'événement surnaturel qui s'est produit ou aux apparences surnaturelles, d'un coup, ont perdu leur croyance en la réalité du monde, en la certitude de certains éléments les plus élémentaires, enfin, les plus de certaines valeurs ou de certaines règles que l'on tenait pour qui ne pouvaient pas être remises en cause. Et d'un coup, le trajet de la série elle-même, c'est aussi de trouver le moyen de faire en sorte que le spectateur, via là où les figures centrales, retrouve aussi, reconnecte, réaccepte le monde. Et ça, c'est évidemment, je reviens toujours au même, une expérience profondément deleuzienne. Différence et répétition, qu'est-ce que c'est ? C'est le projet de Deleuze, auquel évidemment on n'est pas sûr de tout comprendre, mais ça c'est autre chose, mais il le dit lui-même, c'est d'arriver à comprendre et à accepter la répétition comme différence, et ça c'est évidemment un projet presque métaphysique, comme ça c'est aussi accepter derrière son aspect monolithique, répétitif, banal, morne, sans éclat, accepter la vie elle-même comme justement dans tout le contraire, dans son foisonnement. Le fait que cette répétitivité, elle participe de son foisonnement, de la fascination qu'elle peut nous procurer. Et il y a quand même à un moment cette idée dans la série. The Leftovers se conclut par une scène où c'est la croyance en quelqu'un et en l'histoire qu'elle raconte qui permet de faire la paix aussi avec le monde meurtri dans lequel vivent les personnages. Et dans Les Sopranos, au bout d'un moment, au-delà de la noirceur quand même encore plus évidente que dans le reste des saisons vers laquelle s'achemine la série au fil de son dernier mouvement, il y a l'idée quand même d'accepter, de faire l'expérience de la répétition en tant que foisonnement et en tant que moyen de reconnecter avec la réalité elle-même et avec le foisonnement de la vie. Guillaume Bourgois, merci pour cette analyse très poussée des Sopranos qui, j'espère, aura donné envie à ceux qui ne l'auraient pas vu de la voir, puisque ça a été quand même une des séries les plus diffusées sur la chaîne HBO, avant bien sûr le phénomène Game of Thrones. Donc c'est une série qui a touché beaucoup de monde et qui a été marquante, vous l'avez bien montré, parce que d'une histoire de départ qui peut paraître banale, les showrunners ont réussi, de par l'écriture sérielle, ce que vous avez vraiment très bien montré, à en faire
faire une des grandes séries qui ont marqué son temps et qui ont marqué, vous l'avez dit, ce tournant dans l'écriture sérielle des années 2000. Alors, vous avez fourni une petite bibliographie, Guillaume, qui permettra à celles et ceux qui voudraient aller plus loin de comprendre un peu mieux cette série. Alors, on retrouve comme toujours la bibliographie, votre présentation et un résumé de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, comme toujours, vous avez un résumé de l'émission et les liens pour l'écouter sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Guillaume Bourgois, merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup à vous et à bientôt, effectivement, et merci à tous pour votre écoute. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel artistically, such a beautiful planet populated by a stranger.